Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier webinaire, donc le cinquième qui s'inscrit donc dans le cadre de notre super menu pour une alimentation adaptée et de qualité. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, le Gérontopole de la Nouvelle-Aquitaine, qui est partenaire de la Semaine nationale de la dénutrition, a le plaisir d'accueillir Monsieur François Berger, qui est consultant en analyse des organisations chez Nutriculture, et qui va donc nous parler des liens qui existent entre l'organisation de la restauration et la santé des convives. Donc, avant votre présentation, je voudrais juste rappeler à nos spectateurs qu'ils pourront visionner de nouveau ces différents webinaires de la semaine dès la semaine prochaine en replay. Et surtout, n'oubliez pas de poser vos questions dans l'onglet QR que vous avez en bas. Nous aurons le plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Donc, Monsieur Berger, je vous laisse la parole et je disparais. Merci beaucoup. Merci pour l'organisation. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre de la semaine de lutte contre la dénutrition par le Gérontopole de Nouvelle-Aquitaine en collaboration avec le collectif de lutte contre la dénutrition. Merci à toutes celles qui sont intervenues avant, Sérénut, Anne Moreau, Gaëlle Soriano, Anne-Laure Dinel, qui ont ouvert la voie et je les en remercie. Avant de commencer, moi, j'ai qu'une seule question à vous poser. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre tout de suite. La séance questions sera pour la fin, mais gardez ça sous le coude. C'est quoi pour vous un bon repas ? Après plus de 30 années passées dans le secteur médico-social, je ne peux absolument pas vous affirmer détenir une quelconque forme de solution. Bien au contraire, plus le temps passe, moins j'ai de certitude. Et pour cause, le bon repas est celui accepté, apprécié et consommé par le et les convives aux profils si différents et évidemment aux besoins tant spécifiques. Parlons-nous d'un repas plaisir ou parlons-nous d'un repas santé? Parlons-nous d'un repas pris seul ou un repas consommé en collectivité? Et puis, est-ce que les deux sont dissociables? Est-ce que le plaisir et la santé peuvent être traités à part? Je n'en suis pas sûr. Nous savons par ailleurs les effets souvent désastreux de la solitude sur l'envie de cuisiner et de manger. Servir un repas dans un environnement pensé nécessite de connaître les profils et caractéristiques des personnes accompagnées qui sont très souvent fragilisées par l'âge, la maladie ou les situations de handicap. En fonction des références de chacun et des attentes de chacun, le repas peut être abordé sous un angle technique, la gastronomie ou la bistronomie. Bon, d'accord, les budgets en bistronomie sont différents de ceux que nous allons avoir en établissements médico-sociaux et les clients aussi. On peut aussi aborder le repas sous un angle médical ou paramédical lorsqu'il s'agit évidemment de nutrition. Le repas, il interroge des références multiples, y compris technologiques, économiques ou environnementales. Il nécessite une maîtrise particulièrement technique si on souhaite améliorer la santé des consommateurs tout en diminuant les impacts qu'un établissement peut parfois avoir sur l'environnement. Alors, répondre à l'objectif de servir un bon repas nécessite de mobiliser d'abord les connaissances et ensuite les compétences de l'ensemble des professionnels interagissant au sein des organisations, des établissements et des services. Une restauration organisée, est-ce que c'est le préalable indispensable à un repas réussi? Et si oui, pourquoi? C'est un peu la thématique du jour. Eh bien, parce qu'un repas réussi, pour chacun d'entre nous, c'est une définition très personnelle relevant des dimensions sociales, culturelles, générationnelles, confessionnelles, interrogeant les croyances, les valeurs, les représentations. Et nous avons travaillé à de maintes reprises avec l'équipe du Gérontopole sur ces questions-là. L'organisation préalable, c'est aussi et surtout celle qui va nous permettre évidemment de poser un cadre de référence qui soit collectivement partagé, qui permette de définir une ligne de conduite éclairante. Alors, je vais tenter de développer tout cela dans le temps imparti. Tout d'abord, qui sommes-nous? Nutriculture, c'est une organisation de l'économie sociale et solidaire d'utilité sociale. Moi, je suis François, cofondateur. J'ai passé 15 ans dans le secteur du handicap et 15 ans à accompagner des personnes avançantes en âge. Vous trouverez tous les détails sur l'équipe, nos parcours, expériences, qualifications, compétences sur le site de Nutriculture. Toute l'équipe de Nutri, elle œuvre sur l'ensemble des dimensions qui caractérisent les établissements ou les services médico-sociaux, du choix initial des projets jusqu'aux mesures finales des impacts. Nous avons choisi comme porte d'entrée le repas, car il est au carrefour de l'ensemble des métiers et des missions qui sont exercées aussi bien à domicile qu'en établissement. Le repas, il agit un petit peu comme un laboratoire au sein des organisations. Nous avons créé Nutri il y a 12 ans sur un constat.
L'alimentation qui est proposée en réponse aux troubles cumulés de personnes désorientées, avec des troubles praxiques, qui ont des difficultés à saisir, des troubles de mastication, de déglutition et qui sont à risque de dénutrition, nous interroger non pas sur la qualité des apports, mais sur la question de l'aspect et sur la question du respect de l'humanité ou de la dignité jusque dans l'assiette. Ce n'est donc pas la santé qui nous a préoccupés en premier, mais les situations de refus alimentaires nombreuses. Imaginez-vous un repas de famille, le vôtre, un jour traditionnel où quelqu'un a réalisé un navarin d'agneau printanier que vous aimez tant. Vous salivez forcément à l'idée d'être servi et alors que l'ensemble des convives autour de la table reçoit l'assiette dont vous rêviez, on vous amène une purée dont ni l'odeur ni la couleur ne vous rappellent ce navarin. Si vous ne mangez pas la même chose que les autres, si vous n'êtes pas asservi comme tout le monde, alors peut-être que vous n'êtes pas comme tout le monde. N'entendons-nous pas régulièrement lors du service en établissement cette petite phrase que je répète sans aucune arrière-pensée et sans jugement évidemment, mais prononcée tout de même. Monsieur Durand, il mange comment? Ah, Monsieur Durand, il est mixé. Ah oui, tout un programme. Le constat que nous avons fait à l'origine était celui qu'il fallait lutter contre à la fois ces postures, à la fois ces modes de communication, à la fois ces modes de service. Alors, ce constat, il est lequel? Eh bien, celui d'une personne qui est servie chaque jour avec une assiette vert foncé ou marron foncé et une texture purée. Et ce résident-là, il mange très peu. Il n'est pas nécessaire de disposer de connaissances médicales ou nutritionnelles, vous en conviendrez, pour tirer une conclusion. Il ne peut y avoir de statut nutritionnel stable ou amélioré chez un convive qui n'a rien mangé. Alors, notre porte d'entrée a été celle-là. S'intéresser au résident en tant que seul expert de son quotidien. Madame, monsieur, de quoi avez-vous envie? De quoi avez-vous besoin? Et potentiellement, qu'est-ce que vous attendez de nous? Nous nous sommes donc penchés sur l'existence ou non de références tenant compte systématiquement de plusieurs voix. La première voix, c'est celle du résident qui doit se faire entendre. Pour nous, ce résident, il est le seul expert de son quotidien et personne ne sait mieux que lui ce dont il a envie, ce dont il a besoin. La seconde est celle de la famille, car une personne accompagnée qui arrive dans un établissement à plus de 85 ans les a en grande partie passés chez elle avec les siens. Il est donc important d'échanger avec eux, de savoir ce qu'ils attendent et de grandir ensemble. La troisième voie, c'est celle du personnel, parce que nous arrivons avec nos cultures, nos représentations, nos habitudes et notre vision de ce qu'est un bon repas et une attente particulière, pas toujours adéquate. La quatrième voie, c'est celle de l'équipe paramédicale et médicale, car elle va nous informer sur les objectifs fixés et les résultats à atteindre au regard des facultés ou difficultés évaluées, mais aussi au regard des besoins de ces mêmes convives. Si le repas est parfois source de très nombreuses discussions, voire de conflits dans les établissements, c'est parce que entre ce que nous avons proposé, promis à un convive, ce que ce dernier attend, ce que sa famille espère, ce que l'équipe décrit comme une prestation un petit peu fantasmée parfois, et celle réellement délivrée, eh bien, il y a énormément de décalage. Il vous arrive, vous aussi, d'aller au restaurant, je suppose. Lorsque vous passez devant un petit bistrot qui a reçu de nombreuses distinctions de la part de guides, on ne parle pas de gastronomie, hein, un petit bistrot de quartier, quelque chose d'assez sympa, vous estimez que ce cumul des très bonnes notes est peut-être un gage de qualité. Alors un jour, vous allez pousser la porte. Vous avez déjà fait une rapide analyse du rapport qualité-prix en regardant passer les assiettes ou en regardant le menu. Vous êtes accueilli par une serveuse, un serveur très gentil qui vous installe confortablement. Vous découvrez une carte forcément alléchante sur laquelle est proposé, tiens, le navarin d'agneau, votre plat préféré. Vous allez vous souvenir de votre propre navarin d'agneau et vous attendrez forcément mieux, parce que c'est un chef qui va le réaliser. Vous allez vous souvenir de tous ces petits moments que vous avez passés autour d'une table chez vous, confortablement installé, et vous avez envie de retrouver cette atmosphère. Vous attendez, après avoir commandé votre plat, qu'il vous soit apporté. Et puis, vous entendez une petite cloche, celle d'un micro-ondes. Ting, ding. L'équipe au service, quelques secondes plus tard, sort de la cuisine et vous amène un navarin très chaud. Vous en concluez, à juste titre ou non, que le plat qui vient de vous être amené sort du micro-ondes. C'est une émotion négative, vous avez l'impression d'être trompé et peut-être que c'est un sentiment qui ne vous place pas dans de bonnes dispositions. Et puis il y a cette radio qui diffuse une musique inappropriée que vous n'aimez pas, peut-être même un peu trop forte. C'est ce que Michel Chabert, qui était professeur à l'École des hautes études pratiques et enseignait à l'Institut transdisciplinaire d'études du vieillissement, ce que Michel Chabert appelle la phase céphalique. Une émotion, une stimulation sensorielle ou multisensorielle. Quand vous entendez l'évocation d'un plat que vous aimez, quand vous le sentez, quand vous touchez quelque chose comme du pain croustillant,
Vous vous projetez, vous avez envie de manger et vous salivez. Eh bien, le contraire est valable. Si vous êtes très en émotion négative, eh bien, cette phase céphalique peut disparaître et vous dégoûter, vous faire repousser votre assiette. Alors, revenons-en à notre plat. Vous avez entendu la cloche qui sonne, vous allez regarder votre assiette et dès lors, vous allez chercher à étayer votre première impression d'être trempé en vous disant que les légumes ont été peut-être cuits trop longtemps, qu'ils sont trop cuits, que la viande est trop dure, que la sauce n'est pas assez liée et pire, que c'est même peut-être l'assiette qui a été réchauffée d'un précédent client. Vous êtes en stress et votre capital confiance qui est réduit à néant. Pourquoi cet exemple? Il permet de montrer qu'entre ce que nous représentons du résultat attendu, la promesse faite, le plat réellement servi, il y a de possibles différences. Ce n'est pas mon plat, ce n'est pas ma recette, ce n'est pas mon goût. Concrètement, dans l'exemple, il n'y a pas mort d'homme parce que vous allez rentrer chez vous puis vous allez vous le refaire, votre navarin, évidemment. Maintenant, si nous transposons cette situation à un résident en entrant en établissement, il a quitté son logement, ce qui est profondément traumatique. Il sait sans doute que l'EHPAD est sa dernière demeure. Il est entré dans un lieu de vie collectif au sein duquel tout lui est étranger et lui-même est un étranger pour ceux qui sont présents. Lorsque ce résident va arriver à table, après avoir passé des années à manger seul dans sa cuisine, il se retrouve dans une salle de restaurant hyper animée. Le navaradinho qui va lui être servi va conditionner chez lui exactement la même chose que ce que j'ai décrit au bistrot tout à l'heure pour vous ou pour moi. La manière dont le plat va être proposé et présenté par les serveurs non pros ajoute une difficulté supplémentaire. La représentation pour l'équipe au service de ce qu'est une belle assiette est encore un niveau d'émotion. Pourquoi? Parce qu'en EHPAD, selon les travaux notamment très riches d'opalescence, jusqu'à 90% des résidents ne répondent pas à leurs besoins protéino-énergétiques. Toujours selon eux, il y a environ 7% de mangeurs normaux. Il y a 51% de petits mangeurs et 42% de tout petits mangeurs. Cela veut dire en gros qu'une dizaine de pourcents de résidents mangent ce dont ils ont envie, et peut-être ils pourraient manger plus, mais que pour tous les autres, les assiettes sont trop chargées. Nous devons nous interroger sur ces questions, car nous ne savons pas ce qui est bon pour autrui, mais nous pouvons facilement décider à la place des résidents et les mettre en difficulté si nous ne savons pas ni qui ils sont, ni parfois ce qui peut être pour eux invalidant. Une trop grosse assiette pour un tout petit mangeur, c'est du dégoût et c'est un refus alimentaire. Une toute petite assiette pour un gros mangeur, c'est une frustration et c'est possiblement un refus alimentaire. Alors, dans un premier temps, nous allons nous interroger sur ce qu'est le repas. Dans un second temps, nous allons parler de l'alimentation, puis nous aborderons la question de la nutrition et nous évoquerons quelques pistes ou solutions pour coordonner les équipes et les actions. Enfin, puisqu'en parallèle de la semaine de lutte contre la dénutrition, nous sommes également sur la semaine européenne de réduction des déchets, nous parlerons de responsabilité sociétale des organisations. Pour étayer tout ça, je vous propose de prendre un exemple, celui de Madame Bertin. C'est un exemple tiré d'une situation évidemment réelle. Madame Bertin est entrée à l'EHPAD de la Clairière, après une succession d'événements évidemment qui l'ont affaiblie. Elle a perdu son mari il y a 1 an. Madame Bertin était institutrice. Elle a le sens du service, elle a le service public chevillé au corps. Elle a le sens du devoir et toute sa vie, elle a accompagné des générations et des générations d'élèves. Les valeurs républicaines, pour elle, ce n'est pas rien. La politesse, le respect, l'orthographe, la grammaire, tout cela, c'est d'une importance capitale. Elle a été admise, Madame Bertin, parce qu'elle est tombée chez elle. Sa maison à étage devient complètement inadaptée et malheureusement, ses enfants, donc, comme dans beaucoup de situations, travaillent trop loin pour s'occuper d'elle. Alors, ils se sont mis d'accord avec le médecin. Elle ne peut pas rentrer à la maison. Elle est admise à l'EHPAD, à 30 km de chez elle, sur son territoire. Elle est présentée ce jour-là aux transmissions de la manière suivante. Madame Bertin, institutrice, 85 ans, veuve, un fémur, une clavicule. Elle est dénutrie et en refus alimentaire. Elle arrive à 14 h. 14 h, ça tombe bien, c'est l'heure à laquelle ouvre l'accueil. Madame Bertin, elle est accompagnée de l'hôpital par des ambulanciers qui la déposent à 13h45 dans le hall. Ils viennent tellement souvent qu'ils ont le code, aucun problème. Vous inquiétez pas, madame, quelqu'un va venir vous chercher. Bonne journée. Madame Bertin, elle est là, avec sa valise. Elle repense à ce matin de 1950 où elle a été admise au pensionnat de jeunes filles et elle est prise d'angoisse, Madame Bertin. Elle respire un grand coup et elle regarde la vie autour d'elle. Les gens passent. Ils repassent, occupés, affairés. Elle regarde le grand tableau lumineux à l'entrée, mais avec sa cataracte, sans ses lunettes. Elle a bien du mal à distinguer. D'ailleurs, ses lunettes à l'hôpital, personne ne s'est soucié de savoir où elles étaient. Enfin, elle va se concentrer quand même sur ce tableau lumineux parce que ça a l'air assez gros. Tiens, il lui semble qu'elle a un homonyme. Bertin. Ah, bienvenue, Madame Bertin. Ah, c'est pour moi. Un message pour Madame Bertin. Madame Bertin avec 2 T. Madame Bertin avec 2 T, mais quel affront, il n'y a qu'un T à mon nom.
Dessous, elle arrive à lire le menu betterave en salade. Et betterave avec un seul T. Bon, ok, il y en a un qui est tombé. C'est plus vraiment comme avant pour Madame Bertin. Rien que cela, déjà, ça commence mal et ça la met dans une émotion négative. Elle entend tout ce qui se dit, les autres résidents, le personnel, puis finalement, l'équipe qui arrive pour elle. La directrice, la psychologue, l'infirmière coordinatrice et la médecin coordinatrice. Madame Bertin est accompagnée dans une petite pièce prévue à cet effet pour l'accueil, après être passée par sa chambre pour déposer ses affaires. Vous voyez, Madame Bertin, on a mis votre nom en gros sur votre porte. Vous êtes ici, chez vous maintenant. Oh, tu parles, oui, c'est sûr, ça lui permet de voir qu'il manque toujours un T, qu'il y a toujours un T de trop, pardon. Elle redescend dans cette pièce charmante d'accueil avec les filles, qui sont tout autant charmantes, mais elle est inquiète. Pourquoi? Parce que personne n'a fermé la porte en sortant. Et sa valise, ses papiers, l'alliance de son défunt mari, ses bijoux, elle est prise d'une nouvelle angoisse, mais elle n'ose pas le dire. Plusieurs questions lui sont posées sur ses habitudes et l'après-midi lui est consacré. Le soir, elle est invitée en salle de restaurant pour dîner avec tout le monde. Évidemment, comme elle est encore fragile et fatiguée, elle a été accompagnée en fauteuil roulant. Le seul ascenseur de l'établissement nécessite d'attendre son tour. Alors, le temps que l'équipe aille chercher d'autres résidents, Madame Bertin est au milieu de tout le monde. Elle observe et elle est observée. Elle a en face d'elle, quelque part, l'image du pire état dans lequel elle pourrait se trouver. Elle sera finalement installée à table à côté de la porte de l'office. Elle est témoin du va-et-vient d'équipes bien occupées. Une soupe de légumes lui est présentée. Elle est un peu avachie sur son fauteuil, mal installée. Elle n'a pas la force de remonter. Elle se tient crispée. Plusieurs reprises, les filles au service adorables la stimulent et lui demandent d'essayer de manger son potage, mais en vain. En réalité, son installation physique ne lui permet pas de tendre le bras, d'attraper sa cuillère. Elle peut juste se retenir pour ne pas tomber. Le plat de résistance sera débarrassé intact et le dessert également. Le lendemain, aux transmissions, il est communiqué à toute l'équipe que Madame Bertin, elle est en refus alimentaire. Dans la matinée passe Marguerite, une amie de longue date qu'elle a désignée comme personne de confiance. Alors l'équipe soignante fait part à Marguerite, cette amie, du refus. Le médecin traitant est appelé. Mais vous savez, le médecin traitant, il est seul sur un secteur où 3 autres médecins viennent de partir en retraite et le travail, c'est pas ce qu'il manque. Alors à distance, il dit à l'IDEC, faites pour le mieux. L'amie de Madame Bertin est restée déjeuner. L'équipe soignante lui demande de l'aide pour la faire manger car elle est en refus. Toujours incapable de saisir ses couverts et de les porter à la bouche, Madame Bertin est en peine. Alors son amie s'empare d'une cuillère à soupe et nourrit ainsi Madame Bertin. Elle reçoit la béquille, en quelque sorte, et elle a honte, elle ne sait plus où se mettre. En plus, elle s'est tachée, elle qui a toujours été tirée à 4 épingles. À ce moment-là, une jeune femme, toute gaie, entre dans le restaurant. C'est Émilie, elle est animatrice. Elle fait remarquer au résident que c'est bien calme aujourd'hui. Elle s'approche de Madame Bertin, vient la saluer et lui dit que c'est en animation que sont faites les affiches avec le nom, rappelez-vous, celle sur la porte. C'est beau nom, Madame Bertin. Puis vous savez, ma grand-mère, elle s'appelait aussi Bertin, c'était son nom de jeune fille. Nous sommes peut-être de la même famille. Sans doute l'origine de la faute à Bertin. L'animatrice repart, non sans mettre un fond musical, car c'était trop calme aujourd'hui. Mais quelle horreur, cette musique, pour Madame Bertin. Les plats s'enchaînent, son amie est là, elle la stimule. Elle l'a subie, son amie même. Et puis son installation qui est douloureuse, et la musique, et les stimulations de celles et ceux qui passent. Madame Bertin n'en peut plus. À la demande du médecin, elle finira par avoir des crèmes hyperprotéinées au petit déjeuner. Le petit-déj, c'est en chambre. La cuisine prépare les crèmes, maison. L'équipe au service du petit déjeuner passe, distribue ce qui a été noté sur la fiche faite à l'entrée, rappelez-vous. Madame Bertin l'a déclaré à l'entrée qu'elle mangeait des biscottes, du beurre, de la confiture et du thé. Les jours passent, les semaines passent, défilent, et toujours pas d'amélioration du statut nutritionnel, mesuré grâce bien sûr aux travaux de l'équipe médicale et paramédicale. Madame Bertin est dénutrie. Le médecin demande à ce que la crème enrichie soit complétée d'un CNO aux fruits à boire. L'équipe cuisine prépare les crèmes, les CNO sont posés dans l'office. Et l'équipe au service distribue inlassablement le thé, la biscotte, le beurre et la confiture. Personne ne lui a dit de passer à l'office. Madame Bertin est dénutrie, cette fois sévèrement. Elle est vue par la psychologue car elle doit être en grande dépression quand même. L'établissement, qui est en difficulté de recrutement depuis plusieurs semaines, vient d'embaucher une diététicienne, Camille. Enfin, elle était attendue. Cette dernière a pour mission d'évaluer avec l'équipe paramédicale les situations à risque ou les situations avérées en matière de dénutrition. Évidemment, elle passe voir Madame Bertin et elle s'aperçoit très vite que quelque chose cloche. Elle appelle l'ergo qui, avec son 0,2 ETP, il est là 1/5 du temps, n'a que le temps de gérer les aides techniques. Alors les évaluations, pensez donc,
Il fait face là à l'insistance de Camille. Donc, il prend sur lui et il vient observer Madame Bertin. Madame Bertin, elle reçoit un coussin. Elle est installée confortablement. L'accoudoir est positionné avec de nouveaux couverts plus gros qui sont essayés et ça marche. Quant au potage, il est désormais servi dans un mug. Évidemment, c'est plus facile. Quelques jours après, Camille fait un état des lieux des achats des compléments nutritionnels comme demandé par la direction parce que le budget a explosé. Elle découvre en bas la réserve des packs, là, intacts. Certains sont même périmés, c'est dire s'ils sont là depuis longtemps. Elle va suivre la cuisine une journée et découvrir tout le temps, tout l'amour passé par cette équipe à préparer des crèmes maison enrichies, ensuite mises à disposition dans l'armoire froide de l'office tampon. Mais le lien n'est pas fait entre la cuisine et l'équipe soignante. Elle s'aperçoit également que, comme chaque jour depuis des semaines, conformément au protocole affiché, il est inscrit vider le frigo tampon tous les soirs, jeter les restes et procéder au nettoyage. Alors, des produits sont achetés, stockés, travaillés en réponse à des évaluations et prescriptions, mais personne n'est en charge de vérifier l'observance, de vérifier que ce qui est préparé a été distribué pour être consommé et l'a bien été. La chef de cuisine et son second ont bien essayé de dire qu'ils travaillent pour rien. Ils s'en plaignent tous les matins à l'aide-soignante référente, mais ils ne sont jamais invités aux transmissions. Et l'aide-soignante référente, elle fait son travail. Elle note dans les trans, elle le fait remonter, mais en vain. C'est ainsi que les aliments, des compléments, sont chaque jour jetés sans être distribués. Alors, première question, c'est quoi le repas? Le repas, c'est un contexte global, social, socio-culturel. C'est un environnement fait d'espaces, de personnes, de mouvements, de lumière, de sons, d'organisation. Ce sont des éléments sur lesquels nous nous interrogeons assez peu, mais qui pourtant sont souvent, très souvent, à l'origine de situations de blocage, de refus alimentaire et donc de sous-alimentation. Les noms propres n'ont peut-être pas d'orthographe, mais pour Madame Bertin, c'est un affront identique à celui consistant à n'écrire betterave qu'avec un seul T. La bienveillance, elle se cache dans les détails de situations que nous ne remarquons plus. Pourquoi c'est Madame Bertin qui a attendu le premier jour et pas l'équipe en charge de l'accueil? Laissez-vous vos valises ou vos affaires, vous, sans surveillance, derrière une porte d'hôtel qui n'a pas été fermée? Madame Bertin, elle est très sensible au bruit. D'une part, car elle a des problèmes d'audition, d'autre part, car chez elle, il n'y a jamais eu de bruit. Alors les sollicitations, la musique durant le repas, la vitesse de déplacement en fauteuil, autant de causes possibles de troubles que nous générons tous les jours sans le savoir et à l'origine pour bien faire. L'environnement, c'est aussi un contact culturel. Madame Bertin, elle est institutrice, toujours tirée à quatre épingles. Elle découvre la vie en fauteuil, changement de hauteur de point de vue. Et pour plus de commodité, elle est affublée d'un pantalon de survêtement car ses jupes sont trop petites, beaucoup trop petites. Elle flotte dedans. Un signe de plus montrant qu'elle est amaigrie, dénutrie. En établissement ou dans les services, nous accompagnons, nous accueillons un être de culture dans un lieu de vie multiculturel. La bienveillance, je l'ai dit, se cache dans le détail quotidien d'un couvert bien mis du bon côté, d'un nom bien écrit et de toutes ces petites choses qui vous permettent d'exister car vous êtes rassuré. Aux yeux des autres, vous êtes digne, vous êtes un citoyen. Mais lorsque vous êtes réduit au rang de personne âgée, veuve, dénutrie en refus alimentaire, la spirale infernale est aussi celle de la disqualification sociale, aussi grave que la spirale de la dénutrition. D'ailleurs, les deux se tiennent par la main. Deuxièmement, l'alimentation. S'alimenter, pour faire bref, c'est un acte physique qui permet à un convive indépendant de pouvoir effectuer des gestes simples et concrets en toute autonomie. Autonomos, je choisis moi-même les règles qui régissent mon quotidien. Donc, indépendance fonctionnelle, autonomie de pensée, de choix, etc. Nous devons tout mettre en œuvre pour permettre aux résidents de choisir et de manger seuls, sous réserve de travailler en équipe pluriprofessionnelle et de communiquer ensemble et avec eux. Troisièmement, la nutrition. Vous en avez entendu parler par des spécialistes toute la semaine. Je leur laisse évidemment la primeur dans ce domaine. Mais la nutrition, pour nous, c'est la conséquence des deux premiers points. Nous pouvons servir toutes les portions souhaitées, nous pouvons enrichir autant de plats que possible. S'ils ne sont pas consommés, ils n'auront jamais d'effet sur la santé. C'est bien tout cela qui s'est joué avec Madame Bertin. Fatiguée, mal installée, dérangée par les bruits et sollicitations, inquiète pour ses affaires dans ce logement qui ne ferme pas, beaucoup trop de zones d'ombre la dérangent et la perturbent. Et puis son amie de toujours, à laquelle se confient les soignants. Votre amie est en refus, il faut la faire manger, il faut qu'elle se nourrisse, sinon elle va être hospitalisée. Le soignant va transférer son incapacité à cet ami, mais le soignant ne mesure pas la portée de son geste, pour une raison simple. L'ami de Madame Bertin vient de prendre un ascendant social sur Madame Bertin.
Madame Bertin a perdu son rôle et son statut social antérieur, celui des rôles joués à l'âge adulte. Son amie vient de passer assistant de soins, créant un décalage. Madame Bertin, pour revenir à elle, a probablement très faim, mais elle ne peut pas manger. La dénutrition, c'est une approche globale, pluriprofessionnelle du repas, analysant plusieurs niveaux en vue de proposer une action coordonnée. Quelles sont les caractéristiques des personnes accueillies et accompagnées en établissement, et notamment en EHPAD? Tout d'abord, selon les travaux qui ont cours actuellement, près de 70% des résidents souffriraient en EHPAD de troubles neuroévolutifs invalidants. Il en existe 540 selon l'association Brain Team. La majeure partie des convives fait l'objet d'un suivi médical et donc de thérapeutique. Les principales thérapeutiques sont les régulateurs d'humeur, les diurétiques, les inhibiteurs de pompe à protons, les antireflux. Selon la Haute Autorité de Santé, près des 3/4 des médicaments sont satiétogènes ou anorexigènes, c'est-à-dire que nous n'avons pas envie de manger et dès lors que nous commençons à manger, nous sommes très vite arrivés à satiété. Vous retrouverez toutes ces informations sur la plateforme des repères du repas de Nutriculture. Prenons la situation d'un résident atteint d'une démence de type Alzheimer. Tout d'abord, il est amnésique. L'amnésie, ça veut dire qu'il a perdu tout ou partie de la mémoire immédiate. La maladie d'Alzheimer, ce sera 135 millions de personnes touchées à peu près à l'horizon de 2050. C'est très important. Cette personne atteinte d'une démence de type Alzheimer, elle est agnosique, c'est-à-dire qu'elle ne reconnaît pas tout. Elle ne reconnaît pas les visages, pas les sons, elle ne reconnaît pas les couverts, elle ne comprend pas qu'il est midi à midi. Il y a plein de choses qui lui sont étrangères, y compris des aliments mis en bouche, y compris les quelques ciboulettes sur les tomates que nous allons écarter. Elle est aussi aphasique. Cela veut dire qu'elle ne met pas forcément le même sens que nous derrière les mots, et lorsqu'elle s'exprime ou lorsque nous lui parlons, elle ne comprend pas, ou alors elle a du mal à se faire comprendre. C'est à nous de chercher, vraiment d'essayer de comprendre ce qu'elle veut nous dire. Et puis, potentiellement, elle est dyspraxique ou apraxique, cela veut dire qu'elle a des difficultés à effectuer des gestes concrets. Si en plus elle est dysphagique, elle a des troubles de déglutition. Alors là, la totalité de ce que je viens de citer, si on a quelqu'un qui est amnésique, agnosique, aphaso, praxo, etc., dysphagique, il faudra qu'il passe sur un manger-main texturé, mais nous y reviendrons. À un stade avancé de déambulation, une personne qui souffre d'une démence de type Alzheimer peut déambuler, marcher 12 heures dans la journée, soit une consommation moyenne de 3000 kilocalories en mouvement ajouté aux 2000 calories dont il ou elle a besoin pour faire fonctionner normalement son organisme. Ça fait un total de 5000. Mais pour quelqu'un qui a une perte de la sensation de faim, qui a une incompréhension de la consigne selon laquelle il faut passer à table à midi, et donc qui a de très faibles apports au regard de ses besoins. Le décalage entre les apports et les besoins, c'est bien l'origine de la dénutrition. Est-ce que vous avez déjà vu une personne Alzheimer en surpoids? C'est très rare. Alors, nous devons nous poser, pour celles et ceux atteints de cette pathologie, la question de l'équilibre alimentaire. Peut-on mettre sur les zones de passage des aliments emballés? Peut-on leur faire consommer tout type d'apport énergétique? Si vous saviez combien de fois j'ai vu une personne désorientée se diriger vers une boîte de bonbons célébration et parfaitement maîtriser l'ouverture d'un Mars ou d'un Twix. Le nombre de personnes atteintes par la maladie de Parkinson augmente également. On en a à peu près 250 000 en France et ce chiffre continue d'augmenter. Akinésie, lenteur et difficulté de mouvement les caractérisent. Dans une petite vidéo très bien faite qu'ils ont publiée sur leur site, un malade Parkinson l'explique très bien, le corps veut, mais la tête ne suit pas. Les malades parkinsoniens dépensent énormément d'énergie. Ils ont aussi des traitements spécifiques qu'il faut absolument donner à heure fixe si on veut obtenir un résultat. Un malade Parkinson, il a beaucoup de lenteur, ce qui veut dire que pour saisir un couvert, il va devoir déployer des trésors de patience et d'énergie. Il aura également beaucoup de difficultés pour le porter à la bouche si la cuillère n'est pas vide avant qu'elle soit portée pour être mastiquée. Le degré d'ouverture de la mâchoire est aussi très faible. La bouche ne s'ouvre pas en grand. La mastication peut être douloureuse à cause de crispation et la déglutition est parfois impossible. Il faut donc faire extrêmement attention à ce que le temps du repas ne soit pas le nôtre, mais le leur, parce que nous les mettrions en difficulté. Nous ne pouvons pas leur demander de se dépêcher pour finir. Lorsqu'on parle de mastication, d'ailleurs, en moyenne, 67% des personnes âgées accueillies en EHPAD ont moins de 10 dents efficaces résiduelles en bouche. Et pour mastiquer, il faut des dents stables, de la force, de la salive, de l'énergie, etc. Tout cela ne peut relever de représentation individuelle lorsqu'on parle d'un bon repas ou d'un repas adapté aux personnes âgées. Le repas, nous l'avons vu, c'est une représentation et une construction socio-culturelle. Eh bien, au sein des établissements et services médico-sociaux, c'est encore plus compliqué.
Pour la famille, un bon repas, d'abord, c'est un repas pour lequel j'en ai pour mon argent. Ça veut dire j'ai payé, j'exige un résultat et c'est normal. C'est aussi une très jolie salle de restaurant, des menus alléchants, des assiettes appétissantes et bien garnies. Pour les équipes, ce sont évidemment de jolis nappages, de belles assiettes et puis un moment de partage, de plaisir, de convivialité pour tous ces résidents parfois qui s'ennuient dans la journée. Pour une autre partie de l'équipe, le plaisir, oui, mais attention, parce que si ce sont des résidents qui ont des trop grosses assiettes, on leur fait plaisir, et ben peut-être ils vont prendre du poids et ensuite on aura du mal à faire leur toilette et à les manipuler. Pour l'équipe médicale ou paramédicale, le repas, c'est important, mais pour d'autres raisons. Une principale consistant à disposer d'apports nécessaires pour alimenter l'organisme, limiter la dénutrition, les situations de fonte de masse musculaire qu'on appelle la sarcopénie, donc le risque de chute sera diminué, les escarres également et le risque d'hospitalisation aussi. Pour l'équipe cuisine, le repas, mais c'est un casse-tête à gérer. Entre les gens qui mangent normalement, les gens qui ont une demi-part, ceux qui ont une double portion, les sans vitamine K, les sans sel, les sans sucre, les sans fibres, les hachés, les coupés fins, les mix et les enrichisseurs en potage, celles où se servit en chambre, vous imaginez qu'il y a jusqu'à 200 types de préparation pour un cuisinier médico-social et on ose encore dire que c'est un métier qui ne nécessite pas beaucoup de technicité. Si, c'est probablement le plus dur. Pour la direction, le repas, c'est une belle salle de restaurant, un moment convivial, mais aussi et surtout un budget maîtrisé et des gaspillages mesurés. Alors oui, il existe bien une commission menu, mais elle est souvent le théâtre d'affrontements entre les adeptes du tout plaisir et les opposants du tout santé, fustigeant une équipe cuisine qui serait responsable de tous les maux. Que faire pour essayer, à défaut de bien faire, d'au moins faire ensemble? Tout d'abord, le cuisinier médico-social, c'est un nouveau métier, de nouvelles fonctions nécessairement coordonnées avec l'équipe médicale et paramédicale. Sachez que les outils logiciels et de transmission sont très peu lus. Ils permettent, et c'est important, de tracer la communication, c'est même une obligation légale, mais ça n'est pas toujours efficace pour autant. Le matin, chaque soignant qui observe une situation de grande fatigabilité ou de perte d'un dentier chez un résident prend l'initiative d'appeler la cuisine. Plusieurs personnes en cuisine vont relever des informations, parfois tracées, sur le tableau des préparations. Et hop, un mixé de plus au plan de production pour Madame Michu et un enrichi pour Madame Bertin. À midi, l'équipe au service, ne sachant pas qu'une demande de texture a été faite pour Madame Michu parce que ça n'a pas été coordonné, lui donnera un plat normal. La cuisine ayant envoyé le juste nombre de portions se retrouve avec trop de mixés, pas assez de plats du jour. Le chef fait une descente aux transmissions et vient dire son ras-le-bol. C'est de là souvent que partent les représentations du cuisinier colérique. C'est ainsi que Madame Bertin fait l'objet de préparations enrichies spécifiques qui ne lui parviendront jamais. Une solution peut-être, oui évidemment. Elle consiste à réinventer un truc tout bête, la communication efficace. Plus personne du côté soignant ne doit prendre la liberté de déranger la cuisine pour redemander l'adaptation d'une préparation qui a déjà été demandée. Un référent côté soins va à la rencontre d'un référent côté cuisine jusqu'à une heure décidée ensemble. Qu'est-ce qui est en jeu? Le retrait des demandes abusives, la diminution des préparations inadéquates, évidemment la diminution de la charge de travail également, la diminution du risque d'erreur et puis la disparition du risque de tension entre toutes les équipes. Si la cuisine fait une préparation chaude, c'est-à-dire qu'elle cuisine le matin pour le midi, elle peut agir, mais jusqu'à une certaine heure. Si la demande de modification concerne des plats à l'outil expédiés jusqu'à une certaine heure aussi, il n'y a plus de possibilité. Des barquettes, par exemple, thermocellées, une fois que tout ça est réalisé, on ne peut pas ouvrir et recommencer. Si vous devez faire une texture modifiée à midi moins le quart avec une cuve de 25 litres sur un gros robot, une seule texture, ce n'est pas possible. Les lames se retrouveraient 20 cm au-dessus de la matière, donc pas de possibilité de mixer. Là aussi, il y a un travail à faire sur l'adéquation matériel-objectif. Si la cuisine est en liaison froide, c'est-à-dire qu'elle prépare l'alimentation la veille ou l'avant-veille, et que le repas d'aujourd'hui a déjà été préparé, eh bien, si l'heure est trop avancée, le mixé du jour sera celui qui est préparé pour le lendemain ou éventuellement une solution acquise toute prête auprès d'un distributeur ad hoc. La communication efficace, elle permet de comprendre les difficultés des différents services. Parce qu'en cuisine, on ne rigole pas, mais dans les soins non plus. La communication directe, elle évite surtout les émotions inutiles. Parce que moi, quand on m'écrit en rouge ou en caractère gras, j'ai l'impression de me faire fâcher. Et j'aime pas ça, je préfère qu'on me parle. Une équipe efficace, elle réduit les conflits par la mise en place de circuits de communication et de processus décisionnels efficaces. En fait, il est complètement impossible qu'un soignant seul demande une texture modifiée. Il doit y avoir une évaluation et une prescription.
Le repas, c'est aussi une approche médico-technique. Il y a un plan de maîtrise sanitaire. La nutrition, elle concerne les cuisines, donc l'équipe médicale et paramédicale également. Les infirmières, les diététiciennes, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les psychomotriciens, médecins, etc. Nous pensons donc qu'avant de parler d'une belle assiette, il faut parler d'un projet hôtellerie-restauration santé, indispensable dans vos établissements. Il fait le lien entre tous les services simplement, efficacement, pour coordonner les acteurs et les actions. Les coordonner d'une part en vue de partager des solides références, c'est quoi un régime, est-ce qu'on les applique ou pas, le consentement, on le recherche ou pas, est-ce qu'un résident diabétique a le droit de manger du sucre ou pas, est-ce qu'il a le droit de dire non, qu'est-ce qu'un équilibre alimentaire, etc. Et ce projet, il permettra d'autre part de créer un plan de montée en connaissances et compétences pour l'ensemble de l'équipe qui doit être sensibilisée à ce que sont les caractéristiques des résidents accueillis et accompagnés. C'est ce que nous proposons chez Nutriculture aux médecins, dirigeants, aux équipes paramédicales grâce à la plateforme des repères du repas qui augmente les connaissances nutritionnelles des équipes pour des résultats sur la satisfaction des équipes, des résidents, pour la santé des résidents et leur sécurité. Enfin, dernier point, nous devons aborder les conséquences de tout cela. Dans l'exemple de Mme Bertin, chacun a fait son travail, mais collectivement, qu'est-ce qui a été produit? Attention, il n'y a pas de jugement de valeur ni de personne, mais une interrogation des processus et de leurs effets mesurés sur les objectifs fixés initialement. Un résident est dénutri. La réponse évidente, immédiate, peut être d'augmenter les valeurs protéino-énergétiques. Oui, mais elle ne mange pas. Ne veut-elle pas, comme cela est présupposé, ou ne peut-elle pas manger? Nous avons créé le projet nutritionnel personnel à cet effet. Un résident qui arrive, c'est une collecte d'infos socioculturelles avant ou pendant son entrée. Qui est-il? Quelles sont ses habitudes? Qu'est-ce qu'il mange? À quel rythme? Dans quel environnement? Nous allons ensuite nous intéresser à une évaluation médicale et paramédicale, celle permettant d'évaluer les capacités sensorielles et cognitives, motrices, de fatigabilité d'un résident. Est-ce qu'il voit bien? Est-ce qu'il peut servir? Est-ce qu'il peut croquer, mâcher, déglutir, etc. Est-ce qu'il est fatigable? Est-ce qu'il vaut mieux l'accompagner en salle de restaurant? Est-ce qu'il ne supporte pas les bruits et qu'il est préférable qu'il mange dans sa chambre? Ensuite, il y aura l'évaluation d'un bilan nutritionnel. Pour une raison simple, si c'est un tout petit mangeur dénutri, il faudra proposer avec consentement dans une petite portion des apports complémentaires. Ensuite, ce résident il va être observé en salle de restaurant pour voir si la décision qui a été prise et si l'accompagnement prodigué correspondent à ses besoins et si on obtient un résultat. Si tel est le cas, tout cela est capitalisé dans un projet nutritionnel personnel qui dit à l'ensemble de l'équipe qui mange quoi, où, en quelle quantité, à quel rythme, avec quelles aides humaines, quelles aides techniques, etc. Et si ça n'a pas marché, eh bien, il faut reprendre le process et réévaluer. Tout cela va donner lieu à un rapport de synthèse qui sera animé. Il faut bien évidemment désigner des référents au sein des équipes pour que chaque jour en salle de restaurant, nous puissions aussi savoir qui mange avec quelles aides techniques et qu'il y ait un plan de mise du couvert. Dans la question qui était posée tout à l'heure, qu'est-ce qui est en jeu dans tout cela? Eh bien, c'est principalement la cohérence. La cohérence, c'est celle des objectifs, des moyens, des résultats, mais aussi la cohérence entre les postures des professionnels et les attitudes des résidents. Lorsqu'un résident tousse, il a peur de s'étouffer. Et croyez-moi, pour avoir donné à manger pendant des années, quand on a peur qu'un résident s'étouffe, vous avez peur de votre responsabilité, peur éventuellement qu'il meure. Alors la culpabilité des soignants à domicile ou en établissement, il faut la prendre en considération. Quelqu'un qui pense qu'en donnant à manger, il peut tuer, il faut le rassurer. Il faut absolument aussi expliquer la différence entre l'étouffement, la fausse route et la dysphagie. La fausse route, c'est quand un aliment, sécrétion, boisson passe dans les poumons. La dysphagie, c'est l'impossibilité de déglutir. Et l'étouffement, c'est quand un morceau de viande reste bloqué, par exemple, et que la personne ne peut plus respirer. Si chacun sait faire la différence entre ces trois points, peut-être que le repas sera moins l'objet de crainte de la part des équipes. Revenons-en à notre exemple. Dans l'état actuel des choses, un résident a toussé, oui, il a risque de fausse route. Alors on demande à ce qu'il soit passé en mixé. Mixé un jour, mixé toujours, vous connaissez la règle. Il est passé en mixé, est-ce qu'il tousse toujours? À ce moment-là, le passage en mixé n'a pas résolu le problème. Ou alors, s'il est passé en mixé et qu'il ne tousse plus, tout va bien. Sauf qu'il va falloir quand même mesurer, une, s'il était d'accord, deux, s'il n'est pas dénutri, et trois, si potentiellement, il ne fait pas des pneumopathies d'inhalation. Vous comprenez bien que c'est un travail d'équipe pluriprofessionnelle et qu'il ne peut pas y avoir d'initiative isolée. L'autre question tout à l'heure, c'était qu'est-ce que tout cela a produit? Eh bien souvent de la disqualification sociale pour le résident. Un sentiment d'impuissance parmi les équipes et souvent une forte culpabilité. Un sentiment d'isolement pour la cuisine. Une équipe de direction en proie, parfois, tout comme les cuisiniers, l'IDEC a des reproches récurrents de la part de familles exigeantes, et c'est normal, qui constatent un résultat qui ne leur convient pas.
Cela produit des conflits entre équipes, des gaspillages en matière de fluide, de temps, beaucoup trop de gaspillage. Ce qui nous amène, pour le temps qui reste, à la dernière partie. Comment nous allons identifier ces gisements? Pour ça, je vais prendre un dernier exemple afin d'être clair et précis. Un établissement décide de passer 100% en égalim. C'est un choix de la direction qui souhaite avoir un projet porteur et transversal. C'est surtout une obligation légale. Une structure se trouve au beau milieu d'une zone de production maraîchère et elle veut acheter 100% de ses pommes de terre brutes. Un cuisinier va être affecté à la réception, nettoyage, épluchage des légumes. Tous les jours, il effectue le même geste pour, après avoir nettoyé puis passer les pommes de terre à la parmentière, l'éplucheuse automatique, il va enlever les yeux, restant avec un couteau. En moyenne, entre la pomme de terre brute et la pomme de terre cuisinée, il va manquer 30% de perte et gaspillage de préparation. Vous ajoutez à cela les machines, l'eau, le temps, l'énergie, le canal carpien, la lassitude, la démotivation potentielle pour le cuisinier et vous obtenez une mesure intéressante. Sur le territoire, il y a un ESAT ayant construit une légumerie collective. Les mêmes pommes de terre auraient pu être commandées en fonction d'un cahier des charges précis pour être livrées blanchies ou crues, conditionnées en fonction du cahier des charges. 30% d'une pomme de terre gaspillée sur 400 repas, par exemple, par jour, multiplié par 365 jours. Vous voulez savoir combien ça fait? Si vous prenez une pomme de terre de 150 grammes, une portion de 150 grammes servie à un résident, si on ajoute ces 30%, 150 divisé par 0,7, vous obtenez une quantité à acheter de 214 par personne. Cela fait donc 64 grammes de gaspillage. Si on prend 64 grammes pour 100 résidents, c'est 2,35 tonnes de gaspillés par an, 23 tonnes gaspillées sur 10 ans. Prenez les 100 EHPAD d'un territoire et vous arrivez à 2300 tonnes sur ces 10 dernières années. Il y a d'autres pertes. Lorsque nous faisons des mesures d'évaluation de gaspillage demandées complètes par un directeur, nous allons nous rendre compte qu'un litre d'eau passe toutes les 5 secondes au robinet de la légumerie. Le robinet est parfois ouvert pendant 2 heures. Cela fait 1,4 m3 qui s'écoule quotidiennement. 2,8 m3 payés par l'établissement, 1,4 c'est l'eau et l'autre 1,4 c'est l'assainissement. En fin d'année, ça fera 1000 m3 dans l'établissement. Ajoutez à cela, encore une fois, démotivation, lassitude, canal carpien et potentiellement la démission du cuisinier et vous obtiendrez une restauration complètement désorganisée. Quelle que soit la problématique que nous pensons parfois insurmontable, il existe, sachez-le, de nombreuses solutions. Pour conclure, si vous souhaitez un repas réussi, il faut bien une restauration organisée. Il faut surtout des équipes formées, compétentes, qualifiées, expérimentées et en nombre suffisant. Ça, c'est la question de la stabilité. Par expérience, il y a des leviers que nous interrogeons sur la partie nutriculture ingénierie qui sont ceux liés aux organisations. Le premier levier, c'est l'organisation des modes d'approvisionnement qu'il va falloir adapter. L'exemple de la pomme de terre. En fonction du résultat attendu, du temps imparti, du taux d'équipement, du niveau de compétence, etc., tout cela peut varier. Vous allez acheter des aliments qui sont déjà préparés. Deuxième point, c'est organiser la production, la liaison froide ou la liaison chaude. On peut envisager aujourd'hui de faire de la basse température, mais c'est complexe et précis. Ça nécessite plus que des connaissances et compétences. Ça nécessite aussi un établissement qui s'y prête. Si vous avez un four à gaz au sous-sol avec une hotte qui traverse tout l'établissement, donc les chambres, vous ne pourrez pas faire de cuisson la nuit parce que laisser tourner la hotte, ça serait empêcher les résidents de dormir. Et puis la troisième organisation, c'est celle des circuits de communication, des distributions et de services que nous devons interroger pour un maximum de pertinence. Les établissements médico-sociaux sont confrontés à des difficultés que seuls des moyens supplémentaires ne peuvent pas résoudre. La cohérence des valeurs, moyens, missions et objectifs permet de souder les équipes, de les guider, de répondre efficacement aux attentes, aux besoins, aux droits des résidents, de mesurer la pertinence des choix sur leur état de santé, mais également sur les dimensions économiques, sociales ou environnementales. J'espère avoir traité la question initiale. Je vous remercie de votre attention et bien sûr, je suis à votre disposition pour échanger. Écoutez, Monsieur Berger, que dire? En tout cas, merci pour cette intervention. Oui, qui donne soif. Très, très immersive en tout cas, avec des exemples de parcours de profils uniques, mais très, très révélateurs finalement des différentes problématiques organisationnelles, médico-techniques, sociales, écologiques. Vous nous en avez parlé. Et ça nous a permis, en tout cas moi personnellement, d'adopter cette posture beaucoup plus empathique et moins stigmatisante
Oui. vis-à-vis de ses résidents et en tout cas de mieux saisir les véritables enjeux autour du repas avec cette approche beaucoup plus globale. Donc, en tout cas, je vous remercie. On a une question. N'hésitez pas, on a également une personne qui lève la main, mais n'hésitez pas à envoyer vos questions dans l'onglet Q&R, s'il vous plaît. Donc, première question. Quelle est la place du médecin coordinateur, j'imagine, dans ce processus, s'il vous plaît? Eh bien, les médecins coordonnateurs, ce sont des chefs d'orchestre. En fait, je suis un ancien directeur d'EHPAD et donc je trouve que la réglementation est très intéressante. Il y a un décret du médecin coordonnateur avec 14 missions. Et la première mission, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, qui est celle de créer un projet médical, un projet de soins, de former, de sensibiliser et d'accompagner toute l'équipe. C'est donc le médecin coordonnateur qui va donner la dimension culturelle au projet médical de soins et hôtelier et surtout coordonner les acteurs et les actions en vue de pouvoir obtenir, bien sûr, les résultats dont nous parlions. Donc, c'est un chef d'orchestre, le médecin coordonnateur, et je pense aussi que son regard, son point de vue est très important en cuisine. Est-ce que j'ai répondu à votre question? J'imagine, je pense que oui. On a également une autre question. Pensez-vous que votre réflexion puisse se mettre en place au sein des CRT, donc les centres de ressources territoriaux, pour des bénéficiaires qui ne sont pas des résidents, mais qui viendraient se restaurer en EHPAD? Madame Laplot, Très lis votre intéressant. question. Oui, passionnant comme question, merci de l'avoir posée. Oui, évidemment, la question de la cohérence, elle se pose à domicile ou en établissement. Nous travaillons aussi bien avec des établissements qu'avec des services. Et la question très simple qui nous est souvent posée par une auxiliaire de vie ou par un conjoint, c'est lorsque je repère une difficulté chez mon conjoint, à qui est-ce que je dois faire remonter l'information pour qu'on puisse avoir une action la plus efficace et la plus rapide possible. Donc oui, il faut que ces projets se mettent en place au sein des centres de ressources territoriaux et au sein de toutes les organisations qui aident et accompagnent à la prise du repas, y compris si c'est dans le cadre du repas pris dans la sphère privée. Merci beaucoup. Ben, les questions arrivent, en fait. On a une autre question. Je ne sais pas si vous avez accès, je vais la lire quand Oui, même. je la vois, Pourriez-vous Adrienne. revenir sur la différence entre Oui, dysphagie et oui, difficulté à déglutir, oui. pneumopathie d'inhalation? Je ne suis pas très sûre d'avoir très bien compris. Donc, est-ce que vous pourriez finalement m'expliquer? Oui, je vois. Adrienne, je suis désolé, c'est moi qui n'ai sans doute pas été assez clair. La dysphagie, c'est une impossibilité de déglutir. Un jour, j'avais suivi une formation avec, à l'époque, je crois que c'était Laure Soulez-Larivière, qui est maintenant diététicienne nutritionniste, mais qui était spécialisée en dysphagie. Elle m'a fait tirer la langue et mordre ma langue sortie de la bouche. C'est pas très joli, mais je vais le faire. Vous sortez votre langue comme ça et vous la mordez. Et si vous essayez de déglutir, évidemment, il ne va rien se passer. Donc la dysphagie, c'est l'impossibilité de déglutir. La fausse route, c'est lorsque vous parlez, lorsque vous mangez, lorsque vous buvez, une quantité de salive, de boissons, des aliments peuvent passer dans les poumons. S'ils passent dans les poumons et qu'ils restent dans les poumons, ils vont se décomposer. Et à terme, ça vous donnera des pneumopathies d'inhalation. Donc, dysphagie, impossibilité, fausse route, pneumopathie. Et l'étouffement, c'est lorsque quelque chose est bloqué à l'entrée du carrefour et va vous empêcher complètement de respirer. Et là, vous étouffez avec les conséquences que vous connaissez. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je pense que oui. En tout cas, pour l'avant-dernière question, l'APO revient en demandant si ça implique finalement de former des métiers des aides à domicile. Ambre, c'est encore une très bonne question, merci. En fait, je suis fan et chez Nutriculture, on travaille énormément avec le secteur de l'aide à domicile parce que c'est un secteur qui est très difficile. Ce sont des équipes qui, avec peu de temps, peu de moyens, beaucoup d'objectifs et parfois peu de connaissances, doivent réaliser des choses extraordinaires. Donc oui, il est indispensable de les former, mais en France, il faudrait qu'on arrive à avoir une logique de formation tout au long de l'exercice du parcours professionnel. Pas juste une fois en obtenant un diplôme, mais des ateliers, et pas que des ateliers avec des aides à domicile, des auxiliaires et un cuisinier, mais aussi avec des professionnels, notamment paramédicaux. Oui, il faut les former, et il faut aussi qu'elles soient formées de temps en temps sur un territoire avec les infirmières ou les médecins pour qu'il y ait une culture commune et un langage commun, pas que sur l'établissement, mais aussi sur le bassin de vie. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour ces réponses claires, précises. Et écoutez, je pense que nous avons un peu de temps encore, mais a priori, pas d'autres questions. Donc, si vous avez peut-être un mot pour la fin.
S'il n'y a pas d'autres questions, j'espère que ça a été assez clair. Le mot pour la fin, c'est que le repas, en fait, c'est toujours une question d'équilibre. Je le disais tout à l'heure, 30 ans d'expérience de terrain, je me rends compte qu'il n'y a jamais de solution qui fonctionne le lundi, qui vont refonctionner le mardi. Parfois, une solution qui a fonctionné un jour ne fonctionnera plus jamais. Donc, il faut penser à se questionner entre professionnels, à domicile et en établissement. Il faut aussi penser à accompagner les familles qui sont souvent très isolées. Dans les aidants familiaux, il y a des gens en grande difficulté. Il ne faut absolument pas les exclure de ce parcours-là. Je crois qu'il faut revenir sur le premier point dont je parlais tout à l'heure. La voix la plus importante est la voix du résident, convive, client, appelez-le comme vous voulez. C'est le seul expert de son quotidien. C'est lui qui sait ce dont il a envie et besoin. Il nous est souvent reproché de dire ce genre de choses parce que comment peut-on évaluer, par exemple, les besoins d'une personne atteinte de troubles d'orientation? Quand vous donnez une assiette à quelqu'un de désorienté, que cette personne la repousse et ne la consomme pas, c'est une info. Si elle la saisit et qu'elle la consomme, c'est une information aussi. Donc, je disais, le diable se cache dans les détails, mais les réponses se cachent aussi parfois dans les postures et dans les comportements. Alors, apprenons à travailler ensemble, apprenons à le faire avec modération, parce que je crois que nous avons besoin évidemment de nous pencher sur cette question de plaisir, mais pas que. Nous avons aussi besoin d'interroger les professionnels médicaux et paramédicaux pour que nous puissions permettre à un maximum de résidents le plus longtemps possible d'accéder à un repas qui leur permette de manger de tout, comme tout le monde. Écoutez, merci beaucoup. Donc, avec une petite intervention de Ambre qui nous dit l'alimentation devrait faire l'objet de réflexions éthiques, et ça confirme ce que vous nous disiez. Oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup de la part du Gérontopole Nouvelle-Aquitaine pour cette intervention, très riche en tout cas, et avec un format aussi très, très original pour nous et qu'on a apprécié à l'écoute. Je vous remercie. Merci à vous, merci à toutes celles et ceux qui nous ont accordé du temps, merci au Gérontopole et puis évidemment à tous les collègues qui sont passés cette semaine avant. Bonne journée, à votre service. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations, allez sur la plateforme www.nutri-culture.com. Exactement. Et nous avons déposé donc sur la rubrique, l'onglet discussion, le lien vers cette plateforme. Parfait. Bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Très belle journée. Merci.